Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4e épisode de Old Fashion de la saison. Aujourd'hui je suis avec Flo qui veut nous parler d'une équipe qui aura marqué son époque. Exactement, et je vais commencer avec un chiffre 9. 9, c'est moins que les doigts de deux mains, mais c'est surtout le nombre de clubs à avoir remporté le championnat espagnol. 9, c'est alors peu, sur 92 à 10%. Rien en comparaison à ses voisins européens. 19 clubs différents ont été champions en France, 16 en Italie, 24 en Angleterre et jusqu'à 29 en Allemagne. S'il est évidemment réducteur de réduire la Liga à un duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone, il est pour autant très compliqué, on le sait, d'exister sportivement dans l'ombre de ces deux géants, qui cumulent à eux deux 62 titres de champion, soit plus des deux tiers du nombre de saisons disputées, avec 35 et 27 pour les Blaugrana. Il ne reste alors que des miettes que se partagent notamment l'Atlético Madrid, 11 titres, revenu à la lutte depuis une douzaine d'années, ou encore l'Athletic Club Bilbao et Valence, respectivement 8 et 6 fois champions. Pourtant, un club a réussi à faire vaciller l'hégémonie entre capitale et Catalogne. Un club d'irréductibles Celtes, qui aura, le temps d'une décennie, imposé un nom au sommet du foot ibérique. Je suppose que c'est le moment où tu vas nous donner un nom, Flo. Exactement, et ce nom, c'est celui de Super Deport. Un pseudo façon Avengers, mais qui décrit bien ce qu'était le Deportivo La Corogne en 90, et encore plus au tout début des années 2000. Un club sans grande histoire, créé en 1906 à l'extrême nord-ouest de la péninsule ibérique dans le Finistère, cette fin de la Terre qui s'ouvre sur l'immensité de l'océan Atlantique. Et finalement parrainé un an plus tard, en 1907, par le roi Alphonse XIII d'Espagne, ce qui lui doit son nom complet comme d'autres clubs de Real Club Deportivo de La Coruña. Sinon, pas grand-chose si ce n'est une saison 49-50, 1949-1950 bien évidemment, achevée comme vice-champion à un petit point du grand Atlético Madrid et principal fait d'armes des Blanqui-Azules, qui auront également vu quelques années plus tard vu éclore leur joyau et natif du futur Ballon d'Or 1960 sous la tunique du Barça. S'en suivront surtout à partir de la fin des années 50, 3 décennies à osciller entre la première, la deuxième et même la troisième division, où Los Turcos, l'autre surnom du club, descendront en 1974 pour la première fois de leur histoire. Et alors à partir de quand le Deportivo s'installe réellement en Liga? Et bien cette agonie, elle prend fin en 1988, lorsqu'Augusto César Londero, homme politique local aux allures de mafieux bien grassouillé, prend la direction d'un club endetté et au bord de la relégation. Le club est alors entraîné par Arsenio Iglesias, ancienne légende locale, mais c'est aussi le club de son sa carrière de joueur en 1951, ça fait un petit bout de temps. Et il va permettre aux Blanqui Azules de retrouver la première division dès 1991, avant de sauver sa place la saison suivante de haute lutte en Liga, ne sont maintenant qu'en barrage d'accession face au Betis. Ce barrage, c'est pourtant l'acte fondateur et la première pierre du Super Déport. Oui, parce que l'année suivante marque une nouvelle ambition pour la Corogne. Exactement. À l'été 92, le club annonce en grande pompe l'arrivée de la star brésilienne Bebeto et le défensif Mauro Silva, également international. Le déport entre alors dans une autre dimension et achève la saison 92-93 en troisième position, alors que Bebeto, Pichichi, donc meilleur buteur de la saison, et Liano, meilleur gardien, enchantent l'Espagne. Un podium synonyme évidemment de qualification pour la Coupe de l'UEFA et une première participation à une compétition européenne pour le club gallego. Si Los Turcos termine cette saison derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux géants, le déclic a lieu lors de la réception des merengues. Mené 2-0 à la pause au Riazor, le stade historique de terre en 1944 est posé presque sur la plage éponyme, les Blanqui Azules vont retourner la partie pour l'emporter 3-2, marquant au passage le début de 18 années d'invincibilité à domicile face au Real Madrid. L'Espagne le sait alors, le Déport peut désormais rivaliser avec les géants d'Espagne. L'été 93 voit d'ailleurs Donato, le défenseur hispano-brésilien naturalisé, débarquer en Galice en provenance de l'Atlético pour venir solidifier l'acte défensif de cette équipe. Allez, raconte-moi un petit peu cette saison 93-94. Cette saison 93-94, elle est juste. Le Deportivo est en tête une majeure partie du championnat aux prises avec la Dream Team de Johan Cruyff. Lors de l'ultime journée, la tension est à son paroxysme, alors que la Corogne reçoit Valence. Une victoire suffit, et au terme d'un match suffocant, alors que le score est nul, Los Turcos bénéficie d'un penalty à la dernière minute. Le penalty du titre, le penalty d'un premier titre historique. Mais Bebeto, la star de l'effectif, tireur désigné et habituel, se dérobe sous la pression, laissant le ballon le défenseur central international yougoslave qui manque sa tentative. À la dernière minute, le Barça de Cruyff est sacré à la différence de but. Et malgré ça, le Deportivo va s'en remettre. Exactement. Un dénouement terrible qui ne fait pourtant pas voler en éclats l'équilibre et l'équipe, bien au contraire. La saison suivante, le Déport est à nouveau vice-champion, derrière le Real cette fois-ci, mais remporte son premier titre majeur, la Coupe du Roi face au FC Valence, dans une finale dantesque disputée sur 2 jours en raison des conditions météorologiques.
Un sommet sur lequel partira son mythique coach Arsenio Iglesias pour laisser sa place au coach gallois John Toshak. Il portera certes la Supercoupe d'Espagne dans la foulée face au Real et emmènera le déport jusqu'en demi-finale de la Coupe des Coupes avant de s'incliner face au PSG futur vainqueur, mais qui ne brillera guère en Liga avec une anonyme 9e place au terme de cet exercice 95-96, qui verra également Bebeto retourner au Brésil. Mais le club signe alors une autre star brésilienne, la nouvelle pépite du foot Verde, Rivaldo. Le futur Ballon d'Or ne passera qu'une saison sur les côtes galiciennes avant de s'envoler, tout le monde le sait, mais il aura pour autant le temps de conquérir les fans, avec 21 buts et une 3e place en Liga. Et justement, le départ de Bebeto va marquer le départ d'un nouveau cycle pour la Corogne. Exactement, le départ de Bebeto puis de Rivaldo en 97. Le départ va connaître quelques saisons quelconques avant de revenir sur le devant de la scène, plus fort que jamais. La fantaisie illustrée par ces Brésiliens Bebeto puis Rivaldo a laissé place à un collectif plus fort, plus rodé, plus expérimenté mais au jeu toujours aussi emballant, auquel sont venus s'ajouter le jeune buteur Roy Mackay et le milieu espagnol Victor. L'arrivée de Javier Irureta sur le banc à l'été 1999 fait basculer la Corogne dans une autre dimension. Pour sa première saison, l'entraîneur basque marche dans les traces de l'équipe de 94. Leader dès la 12e journée, le Deportivo ne lâche plus la tête de toute la saison devant le Barça et Valence. Le Deportivo est fort, trop fort parfois, comme lors de son écrasante et étincelante victoire 5-2 face au Real de Vicente del Bosque. Mais le Deport s'essouffle dans le sprint final. Un nul et une défaite, le titre est plusieurs fois repoussé et voit les doutes et les démons d'une pénalité ressurgir. Mais cette fois-ci, ça va passer. Ouais, exactement. Le 19 mai 2000, face à l'Espagnol Barcelone, l'occasion d'être champion est parfaite pour laver l'affront du terrible titre manqué de 94. Et dès la 3e minute, Donato, toujours là, le défenseur naturalisé espagnol, véritable idole des supporters, et resté vide au passage dans la région depuis la fin de sa carrière, s'élève dans les airs et ouvre le score, comme pour chasser les mauvais souvenirs avant qu'il ne s'installe, lui qui avait évidemment été présent lors de la tragédie de 1994. Le tout avant que Roy Mackay ne double la mise à la 34e minute. Le bug de l'an 2000 a bien lieu, ni le Real ni le Barça ne seront champions. Cette fois-ci, la Corogne ne cédera pas et décroche son premier titre et unique titre de champion jusqu'alors en Espagne, emmené par ses anciens Donato, Mauro Silva ou son génial capitaine Fran González qui restera toute sa carrière fidèle au club. Lors des 2 exercices suivants, le Deportivo finira à nouveau vice-champion d'Espagne, sans parvenir pour autant à passer le cap des quarts de finale en Ligue des Champions, butant tour à tour sur Leeds puis Manchester United. Mais accrochera au passage une seconde Copa del Rey, titre et de triplé du Real Madrid, le soir de son centenaire, le 6 mars 2002, dans son Bernabéu, en s'imposant 2-1 face au Merengue. Et le Deportivo se remet donc en avant et va enfin briller en C1. Ouais, la saison 2003-2004 sera en effet la dernière grande année du Super Deport, malgré le départ de son buteur néerlandais maison Roy Mackay pour le Bayern Munich. Le club qui finit 3e de la saison en Liga comme la saison précédente, va cette fois-ci briller sur la scène européenne qui se refusait jusqu'alors aux exploits de Los Turcos. Surréaliste encaissé en phase de poule à Louis II face à un Monaco survolté et futur finaliste, les Herculinos parviennent à s'extirper de justesse de leur poule grâce au goal average particulier, au détriment du PSV Eindhoven. Les Galiciens débarquent en 8e de finale sans grande certitude pourtant face à la Juventus, championne d'Italie en titre, mais parviennent pourtant à s'imposer, à l'aller comme au retour, sur la plus courte des marges, 1-0. Le tout avant de défier le Milan AC, tenant du titre en quart de finale. Giflé 4-1 à San Siro par Pirlo, Kaka et Shevchenko, Los Bloquis Azules réalise cependant l'impensable lors du match retour et l'emporte. Une remontada entamée dès la 5e minute par le buteur uruguayen Walter Pandiani, avant que Valéron Puig-Luque ne permette au départ de faire son retard avant le retour au vestiaire. Suivi, comme un symbole, par l'inamovible Fran, venu entériner le succès galicien dans un Riazor en ébullition. Le stade du Riazor, justement, qui avait déjà été un théâtre d'un pareil renversement de situation, 3 ans plus tôt, Flo, je crois que tu t'en rappelles un petit peu, en Ligue des Champions face au PSG, qui menait 3-0 avant de voir les Blanqui Azules l'emporter 4-3. Ouais, merci Val de me remémorer ces bons souvenirs. Mais en tout cas, la suite de l'épopée européenne, elle va prendre fin en demi-finale, comme on le sait, face au FC Porto. Mourinho, futur vainqueur de la compétition avec Connais pas. l'équipe de Porto. Non, moi non plus. Dans une double confrontation très âpre, accrochée sur un but unique sur les 2 confrontations de Derlei. L'ultime danse du déport qui plongea ensuite dans le ventre mou de la Liga. Ouais, parce que justement, le club va plonger ensuite dans la crise. Ouais. Miné notamment par une dette qui n'aura finalement cessé de se creuser sous la présidence d'Augusto César Londero, pour se chiffrer à plus de 200 millions d'euros. Lui qui comptait notamment sur son ami Paco Vasquez, maire socialiste de la ville, pour racheter le stade et renflouer les caisses du club, mais qui a vu la porte de son ami se refermer. Imposant
vendre ses cadres et poussant d'autres historiques comme Fran et Mauro Silva vers la retraite. Le tout conduisant le club à l'anonymat jusqu'à la descente en 2011, ouvrant une décennie à osciller entre première et deuxième division. Et ce, malgré le départ de son historique président, donc, après 25 ans de règne entre succès, soirées magiques, déclassement et faillite. Pire, le club évolue désormais au troisième échelon national, loin du lustre de sa folle décennie. Et justement, 20 ans après, qu'est-ce qui reste du support des ports? Restera pour l'histoire la mémoire d'un club sorti de nulle part, capable de rivaliser avec le Barça et le Real, terminant 9 fois sur le podium de Liga entre 92 et 2004. Les grands d'Europe, avec 2 demi sur les scènes continentales et 5 participations consécutives à la Ligue des Champions de 2001 à 2005. De 3 trophées majeurs également, ce Graal de 2000 évidemment, c'est 2 Copa del Rey auxquels on peut ajouter 3 Supercoupes d'Espagne, les seuls titres du club dans l'élite du foot espagnol. De faire la fierté d'une région surtout, la Galice pourtant peu habituée aux exploits footballistiques et qui aura vécu dans ces mêmes années les meilleures époques du Celta Vigo, l'autre club local. Restera surtout dans l'imaginaire collectif l'histoire d'un sans doute trop grand, mais qui a vibré et laissera une trace indélébile dans le foot européen et espagnol. Dans le pas de ses icônes blanqui-azules, de son spectaculaire gardien camerounais Jacques Songo, à qui succédera l'excellent José Francisco Molina, des soldats Donato et Nourdine Naibet, aux artistes Jamilnia et Rivaldo, des jeunes révélations Capdevilas, Caloni ou Paoletta passés dans ces années par le déport, en passant par les goleadors Diego Tristan ou Roy Mackay, respectivement Pichichi en 2002 et 2003, ou des champions brésiliens Bebeto et Mauro Silva, au Brésil en 94. Mais évidemment également pour les légendes de tout un peuple, Fran et Valerón. Aujourd'hui, ce sont plus de 23 000 socios toujours et son bouillant groupe ultra des Rayazor Blues, engagé très à gauche et proche des ultras de Séville, qui font perdurer la flamme du déport. En espérant voir de nouveau prochainement Los Turcos s'enflammer l'Europe et le phare d'Hercule de nouveau faire briller le Rayazor. Eh bien, merci beaucoup Flo pour ce format court qui ressemblait plus à un épisode de Poteau Carré qu'à un format court. mais mais c'était super de pouvoir se replonger un petit peu justement dans le début des années 2000, ce qui permettra encore une fois à Tom et à Zach d'apprendre des choses sur une période qu'ils n'ont pas connue car ils n'étaient pas nés. Ah non. Mais voilà. Merci encore Flo et évidemment restez connectés sur 11e art puisque plein de nouveaux épisodes arrivent, notamment ce vendredi avec un épisode de Sous le capot en compagnie de Jérôme Lata qui est super intéressant. Merci à tous et ciao, bonne journée. Ciao.